Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui avec nous sur le plateau deux personnes qui vont nous parler en fait d'un projet. Un projet très important, un projet qui stimule le dialogue, le respect, la tolérance et le vivre ensemble. Nous avons avec nous Badia Al-Belghiti, qui est membre du conseil d'administration de Face to Faith. Tu vas nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit, quelle est cette association. Nous avons aussi Madame Marie Ouini, qui est coordinatrice de l'association Aïssa, c'est ça? Non, Face to Faith. Face to Faith aussi, ok. Donc, mais il y a une autre association qui collabore avec vous dans ce projet, qui est l'association Aïssa, c'est ça? Voilà, parfait. Donc, est-ce que je peux comprendre c'est quoi Face to Faith? C'est quoi ce projet ou cette association? Eh bien, au départ, c'est une plateforme de dialogue interconvictionnel, parce qu'on pense que créer des ponts entre les différentes communautés, différentes cultures, différentes religions, différentes convictions, ça va aider à détendre, à diminuer les tensions, surtout en milieu urbain, à pouvoir se parler, se connaître, se respecter, comme vous l'avez dit, et donc mieux vivre ensemble. Et depuis quand existe ce projet? Depuis l'association, le projet a commencé en 2010 et nous avons créé l'association en 2013. Et vous êtes nombreux dans cette association? On est une quinzaine. Moi, je suis coordinatrice et je suis bénévole, mais nous avons un conseil d'administration qui nous soutient et où il y a 15 membres. Et donc, plusieurs activités par an? Une grosse activité par an et plusieurs petites activités par an, diverses et variées. On a commencé par faire un très beau rapport, un rapport reprenant le ressenti de chacun selon sa religion, sa conviction, quel que soit son niveau social. On a aussi bien interrogé des SDF que Monseigneur Léonard, par exemple, ou que la noblesse de Bruxelles, ou que différentes personnes dans les entreprises, des personnes dirigeantes d'entreprises. Donc tous les niveaux, horizontal, vertical, en leur posant la question de savoir ce que représentait pour eux leur conviction ou leur foi, et comment ils la vivaient, et comment ils pensaient qu'on pouvait entrer en dialogue à travers ces convictions. C'est vraiment un travail de recherche pour mieux comprendre. Voilà, c'est un rapport qui est accessible gratuitement. C'est un rapport où il y a eu 400 interviews d'1h30 quand même. Il est accessible gratuitement sur notre site qui s'appelle www.face, donc c'est F-A-C-E, 2, le numéro 2, et puis faith, comme la foi, F-A-I-T-H.eu. Il est disponible en 3 langues. Oui. Et l'organisation ou l'association, c'est une ASBL? C'est une ASBL. Ouais. Est-ce que les membres du conseil d'administration sont aussi issus de la diversité? Ah, tout à fait, oui. Nous avons des francs-maçons, nous avons des athées, nous avons des musulmans, nous avons des juifs, nous avons des catholiques, nous avons des protestants. Parfait, c'est extraordinaire ça. Ça fait plaisir à entendre. Donc, Madame Badia Al-Belghiti, vous participez aussi à ce projet. Vous êtes bien sûr aussi membre de cette association et vous êtes dans le conseil d'administration, mais aussi membre. Quelle est votre motivation? Pourquoi vous intégrez en fait dans cette structure pour y travailler et aussi investir en tout cas de votre temps et votre expérience? Tout d'abord parce que dans ma propre histoire, étant belge d'origine marocaine, dans mon pays d'origine, j'ai eu des voisins chrétiens. J'ai vécu dans un village où j'ai eu des voisins chrétiens. Dans une région où il y avait des mines de phosphate et il y avait des ingénieurs français chrétiens. Et donc j'ai grandi avec des chrétiens au Maroc, donc c'est un Maroc pluriel. Et ensuite j'ai vécu à Meknès, dans une région où il y avait dans les quartiers juifs. Et donc mon parcours m'a ramené déjà à vivre cette diversité, cette envie qu'on puisse vivre ensemble. Et ensuite, les événements tragiques qu'on a connus ont renforcé cette envie, parce que actuellement, plus que jamais, c'est important qu'on puisse vraiment l'organiser, parce qu'il y a énormément de peur, c'est un monde d'agitation. Et on a besoin réellement de se retrouver, de mieux se connaître, et voilà, c'est une voie.
Donc, cette activité que vous organisez pour le mois d'avril, et je pense qu'il va se concrétiser le 20 avril prochain, de l'année prochaine, il porte sur quoi exactement? Alors, bon, vous parlez du Bruxelles Music Dialogue Festival. Oui, donc, ce projet est un projet que Face to Face initie. C'est un concert qui s'organisera au Flagey le 20 avril. Alors, il a pour objectif, évidemment, de nous rencontrer, de pouvoir aussi dialoguer, parce que nous allons organiser des moments de dialogue au sein durant ce concert. C'est se rencontrer à travers l'art sacré des religions. On parle de religion, mais notre projet ne s'inscrit pas seulement dans le religieux, puisqu'il est ouvert à tout, à toutes les classes sociales, à toutes les philosophies, à toutes les convictions. Et donc notre objectif à travers ce projet, c'est de faire ensemble que des citoyens se rencontrent, qui sont issus de cette différence de classe sociale, de culture. C'est un projet ouvert sur le monde. Et le fait de travailler en partenariat comme avec Aïssa International, qui est une organisation non gouvernementale, c'est nouveau, ça? C'est la première fois que vous travaillez avec cette organisation? Mais avec Face to Face, en fait, Mary parlait du premier projet qu'on a organisé, mais il y a eu des petits projets. On a organisé un rassemblement. Nos membres sont actifs et donc nous avons organisé un rassemblement pour la paix après les attentats, les derniers attentats à Bruxelles. Et donc nous avons collaboré avec Aïssa ONG, qui est une association, une ONG qui a un rayonnement international, qui travaille pour la paix et le vivre ensemble. Donc c'est pas la première fois, mais bon, c'est une tariqa soufia, les soufis alaouia. Et donc leur leader, qui est le Cheikh Bentounès, est un homme de paix qui travaille dans le monde entier, qui travaille pour promouvoir le vivre ensemble et la paix. Donc pour nous c'est important, puisque ça fait partie de nos objectifs. Le choix des participants, soit des protagonistes qui ont participé à ce projet, Madame Marie, ils se sont manifestés eux-mêmes ou vous avez essayé de les contacter pour les faire inscrire dans ce projet, dans cette perspective? Mais je crois que quand on a une idée qui est bonne, elle est soutenue par tout ce qui nous entoure, et donc tout s'est mis en place comme un petit puzzle assez rapidement. Spontanément. Spontanément, oui. Il y a des spécificités à ce projet, c'est que la femme est mise à l'honneur. Donc nous aurons, avant le concert, la présentation d'un film justement réalisé par M. Bentounès. Nous avons uniquement des artistes féminines qui se produisent, qui seront présentées par des hommes, qui leur rendront hommage. Donc on a une soprane qui est 3e lauréate du concours Reine-Élisabeth, Anna Camelia Stefanescu. Nous aurons une chanteuse juive qui remet le yiddish à l'honneur à travers la femme, à travers les chants des femmes. Elle est violoniste aussi, c'est Joël Strauss. Et alors on a la chorale de Chechfouan qui vient du Maroc, où il y a 15... C'est un groupe de Chefchaouen, c'est ça? Oui, la Hadra Chefchaounia, en fait, s'inspire des répertoires soufis. Ils auront une tariqa et donc... Qui vont venir du Maroc. Absolument. Okay. Donc, ils viendront de Chefchaouen, la région de Chefchaouen. Ce sont des femmes, un groupe féminin qui chante des chants soufis. Okay. Et pourquoi la femme à l'honneur, en fait? Parce que moi, j'ai démarré ce projet pour cette raison-là. Je considère que les femmes sont les mères de la terre. Et avec cette position privilégiée qu'elles ont d'élever les enfants, c'est elles qui peuvent les premières inculquer l'ouverture aux enfants, l'esprit du dialogue, l'esprit de la tolérance. Et justement, c'est enlever ces peurs qu'on peut parfois transmettre à nos enfants, en étant ouverte et en se rendant compte que quand on connaît les gens, il n'y a peut-être pas tellement de peur à avoir. Et pour en revenir au concert, une autre spécificité, c'est qu'il y aura aussi une exposition qui s'appelle Voilement et dévoilement, qui est proposée justement par Aïssa. Et autre chose aussi, c'est qu'on va s'adresser aux entreprises pour leur proposer des packages de tickets. Et pour chaque ticket vendu aux entreprises, il y aura ce qu'on appelle un ticket suspendu. Vous connaissez peut-être les cafés suspendus. Donc, ce sont dans les restos ou dans les cafés, quelqu'un s'offre un café et offre pour quelqu'un d'autre qui passera plus tard, sans savoir qui ce sera. La même chose avec les tickets suspendus que nous voulons offrir aux différentes organisations qui travaillent sur le terrain, les organisations de la rue en général, parce que là, les gens n'ont pas toujours cette possibilité d'accéder à la musique sacrée et d'aller voir un spectacle, parce que leur priorité, c'est de manger ou de trouver où dormir. Oui,
Oui, pour ne pas passer inaperçu l'exposition en question, est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'explications par rapport au contenu de cette exposition? Elle s'appelle Voilement, dévoilement. Oui. Je crois que ça dit un peu tout ce que ça doit dire. Il faut venir la voir. Pour les personnes qui ne le connaissent pas. Mais en fait, elle va dessiner un peu, retracer tout le chemin, le cheminement du voile partout dans le temps, donc ça parle dans voile, toutes les civilisations qui ont existé dans l'histoire. Et donc on va voir que l'histoire du voile n'est pas exclusivement musulman ou chrétien ou juif ou voilà. Donc cette histoire du voile a existé partout chez l'homme. Elle existe dans toutes les civilisations, dans toutes les civilisations depuis la création je dirais de l'homme et voilà, donc c'est une manière un petit peu d'enlever cette stigmatisation qui est parfois liée à l'une ou l'autre religion. Badé Al-Belghiti, vous disiez tout à l'heure que vous êtes inquiète par rapport à ce qui se passe maintenant, etc. Vous êtes plus motivé maintenant à travailler sur ce genre de projet qui justement travaille sur la paix, le vivre ensemble. Pourquoi vous êtes inquiet? Quelles sont en tout cas les indications sur lesquelles tu peux te positionner ou vous positionner pour justement être inquiet comme ça? Malheureusement, on a des faits très, très graves qui sont réels, qui sont ces attentats qui ont eu lieu. Il y a ces guerres dans le monde actuel qui existent, qui ont toujours existé, mais avec ces attentats, avec le citoyen et dans cette inquiétude, et on fait partie de ces citoyens. Donc plus que jamais, nous avons besoin de retrouver une sérénité, nous avons besoin d'avoir de l'espoir, nous avons besoin de recréer du lien entre les gens. Nous avons besoin de lumière. Et on reste convaincus que, d'abord, on l'a organisé nous-mêmes. Marie et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années et depuis, on travaille ensemble. On est dans l'amour, on est dans le respect et on est dans cette passion, cette envie de construire ensemble. Et je pense que ça doit s'élargir. Est-ce que ça s'améliore, le travail que vous faites sur le terrain, au niveau de son évaluation? Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Que vous allez dans le bon sens, qu'il y a vraiment en effet un effet réel sur le changement? Ah oui, absolument. On est tout à fait convaincus que l'être humain a une part de lumière en lui et que ce qui arrive comme circonstance malheureuse dans la société a de l'impact, mais que le citoyen, que l'humain a besoin d'être rassuré et on sent que les gens sont demandeurs. Donc tout ce qui est initiatives qui vont dans ce sens de construire le vivre ensemble, de respect, de tisser des liens entre les gens, c'est ouvert, il y a une demande énorme et donc ça va dans le bon sens. Marie, ce qui s'est passé récemment en Belgique, les attentats du 22 mars, comment vous avez appris cette mauvaise nouvelle de ce jour-là, comment je l'ai reçu? Je l'ai reçu avec beaucoup de tristesse d'abord et ma première réaction a été beaucoup d'empathie pour les familles qui ont subi des pertes, bien sûr, mais ma réaction immédiate, ça a été d'écrire à mes amis musulmans en leur disant « Je suis vraiment triste de ce qui arrive parce que ça ne va pas vous aider, ni à vous inclure, ni à continuer le dialogue parce que les médias ont tellement vite fait, excusez-moi pour ça Arsène, mais tellement vite fait de faire des amalgames et de dire on va jeter tout avec le bébé avec l'eau du bain et tout. Donc j'étais profondément triste et tous ces amis m'ont répondu qu'ils étaient eux-mêmes profondément tristes parce qu'ils se rendent bien compte que ce sont des impacts qui sont difficilement qu'on peut difficilement lever parce que ça reste indélébile, parce qu'on va toujours avoir ces peurs et ça ne fait que faire monter la peur un peu plus. Pourquoi est-ce que Trump a été élu aux États-Unis? C'est aussi par la peur, la peur on ne sait pas où on va, on ne sait pas, on n'a plus de leader en fait, on n'a plus de mentor. Et la montée de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite, Marine Le Pen qui fait un carton en France, Wilders aux Pays-Bas. On va se retrouver un peu comme en 1933 ici, avec la connaissance de 1945, donc il faudrait essayer de ne pas l'oublier. Tout à fait. C'est un bon côté quand même, cette extrême droite qui se mobilise, c'est que la société civile se réveille et que les gens commencent à prendre position. Les gens qui se laissaient flotter au quotidien, là, commencent à s'investir un peu plus et commencent à écouter des initiatives comme la nôtre. Moi, je crois à ça. Et comment on peut éventuellement mobiliser un maximum de gens
qui sont un petit peu passifs par rapport à ce débat et par rapport, en fait, justement aussi à ce projet du vivre ensemble. Parce que j'ai l'impression, personnellement, qu'il y a des gens comme vous, il y a des personnes qui sont motivées, qui font énormément, mais il y a beaucoup de gens qui s'en foutent royalement, en fait, du vivre ensemble. Mais les gens, surtout, sont dans une inquiétude et une peur, un repli. C'est ce qu'on sent sur le terrain. Et donc, voilà, évidemment, quand on est dans des peurs, on n'a pas envie d'y aller. Donc, ici, dans ce cas de figure, je pense qu'actuellement, il y a quand même des investissements au niveau politique parce qu'on voit qu'il y a des subventions qui ont été libérées pour pouvoir soutenir des initiatives comme ça. Il y a, je pense, 2 millions et 3 millions dans d'autres cabinets. En tout, 5 millions qui ont été débloqués pour des projets sur le vivre ensemble. Donc ça, c'était déjà très bien. Le politique s'en rend compte que c'est important, qu'il faut investir des moyens dans cette matière. Et puis, il y a énormément d'associations comme nous qui, eux, se sont dit, voilà, qui étaient convaincus que c'était important, qui étaient déjà dans cette action, mais maintenant qui se sont dit, il faut y aller plus que d'habitude, il faut plus s'engager. Et d'autres qui pensent qu'il y a une nécessité, qui se sont mises à travailler. Donc, franchement, on est assez positif. On se dit maintenant qu'on aura du soutien, vraiment. Donc il y a des dynamiques qui se créent. Optimiste, disons. Tout à fait. Oui. Je pense qu'il y a des dynamiques qui se sont créées depuis des années et maintenant que ça s'est multiplié. Il y a de plus en plus d'associations. Il y a une meilleure écoute au niveau du politique aussi. Au niveau du vivre ensemble, ça devient une de leurs préoccupations qui ne l'était pas auparavant. Et qu'est-ce que vous faites comme projet autre que celui-là? Par exemple, est-ce que vous avez aussi la possibilité par exemple, d'initier d'autres partenaires qui sont, par exemple, des mosquées, je ne sais pas, par exemple, des personnes qui sont un petit peu loin du projet du vivre ensemble? Est-ce que vous prenez ce genre d'initiative justement pour aller les chercher et les inclure dans le projet? Parce qu'il y a quand même de temps en temps cette barrière en fait de communication, malgré que on pense avoir la possibilité de faire des bonnes choses, avoir une bonne intention, mais de l'autre côté, peut-être que le regard de l'autre est tout à fait différent par rapport à l'initiative que vous présentez. Est-ce qu'il est en fait quelque part votre manière d'aller chercher l'autre d'une autre manière, avec douceur, avec pédagogie, avec projet, j'en sais rien, mais... Oui, mais nous avons des projets ponctuels comme le concert du Brussels Festival Dialogue, mais on a aussi un projet de fond qui s'appelle le Who is Who. C'est une base de données dans laquelle nous essayons de mettre la majorité des associations, des ONG, des fondations qui travaillent au mieux vivre ensemble, justement, et de leur offrir une plateforme de résonance. À savoir que si vous avez un projet en tant que petite ASBL ou petite association, vous touchez toujours le même type de public. Si vous faites partie d'une plateforme de dialogue, vous pouvez bénéficier de la base de données d'autres personnes et faire résonner beaucoup plus largement votre audience. Et puis, vous allez entendre parler d'autres projets auxquels vous n'aurez peut-être pas eu accès auparavant. Et vous allez pouvoir faire des synergies avec d'autres associations. Donc ça, c'est un travail de fond que nous faisons au quotidien, qui prend énormément de temps, parce qu'il faut aller les trouver, comme vous dites, et les convaincre de venir partager. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a les peurs même dans les associations qui travaillent au mieux vivre ensemble. Donc ça, c'est un des projets. Mais on organise aussi des conférences. On a eu une conférence avec Mohamed Taleb. On a eu la chance aussi d'avoir un ministre de l'enseignement qui a cru en notre projet, et on a pu faire un projet au sein de l'éducation, au sein des écoles. Et ça, c'est fort important aussi, parce que si les mères sont les mères de la terre, les femmes sont les mères de la terre, après ça, il faut continuer dans tout ce qui est l'instruction, dans tout ce qui est l'école, parce que là aussi, il faut un encadrement pour éviter les dérives. Et là, il faut instaurer le dialogue. Et on a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire un projet qui s'appelait Ensemble, où les cours de différentes religions ont eu cours ensemble, avec tous leurs professeurs différents, professeurs de morale, de religion catholique, de religion islamique. Et ça, c'est visible aussi sur notre site. Vous pouvez aller voir la vidéo. Et alors, il y a eu un petit moteur, et les enfants ont redemandé. Ils sont pour ça. Oui, ça, c'est une indication de réussite. Ça, si les enfants demandent, en gros. C'est eux qui sont notre avenir. Donc, c'est avec eux qu'il faut travailler. Et ce projet existe depuis quand ?
Le projet d'ensemble, oui. Il a été terminé en septembre de cette année. Oui. Et donc il a été mis en place en septembre. Vous allez le reproduire alors ça dépendra un peu du suivi du ministère de l'Éducation, parce que évidemment tout ça demande beaucoup d'investissement des personnes qui y travaillent et tout, mais on compte bien aller plus loin avec ça. Vous trouvez des difficultés par exemple à financer vos projets ou soit Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Donc il faut courir derrière les subventions pour faire du bon boulot. Oui, mais il faut surtout prouver qu'on a pu faire du bon boulot pour essayer de convaincre les ministres qui peuvent nous faire confiance et qu'on ait un investissement valable pour le mieux vivre ensemble. Par contre, l'association ici à Issa a beaucoup plus d'argent que... Donc c'est une association internationale. Donc... Alors je ne sais pas quelle est leur situation budgétaire, mais ce qui est évident, c'est qu'ils ont un grand rayonnement international. Donc ils font beaucoup d'activités sur la paix. Ils sont présents dans le vivre ensemble au sud de la France. Ils travaillent aux États-Unis, au Canada. En Asie, et donc oui, ils ont eu beaucoup de travail, et j'imagine qu'ils ont dû avoir beaucoup de soutien, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui investissent dans la paix et dans le vivre ensemble. Est-ce que ici à la Tariqa, ils travaillent aussi avec une démarche interculturelle, leur projet ou tout à fait. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'au sud de la France, par exemple, concernant le vivre ensemble, on avait participé à un projet avec Pierre Chevalier, et on sent que il y a une réelle évolution. En fait, ça fait des années qu'ils travaillent dans le vivre ensemble, et on va voir des communautés se fréquenter, même dans le privé, les gens s'invitent, les juifs et les chrétiens, et les musulmans, les athées, les bouddhistes, en fait, et il y a des tas d'activités qui sont structurellement organisées entre personnes de différentes confessions, de convictions. Il y a une dynamique positive, franchement. Ça nous a inspirés, en tout cas pour Bruxelles. Oui. Mais est-ce qu'en fait, parce qu'on parle beaucoup du vivre ensemble, nous aussi au sein d'Al-Mouatine, on fait beaucoup par rapport au vivre ensemble, parce que le résultat, soit l'objectif final, est-ce qu'on aboutit quand même à la fin à proposer, ou soit à ce que ces personnes qui se rencontrent puissent justement travailler ensemble pour construire quelque chose ensemble, parce que on vit ensemble, nous sommes ensemble d'une manière ou d'une autre, mais maintenant est-ce qu'on arrive justement à faire des choses ensemble, après ce vivre ensemble que nous sommes en train de vivre? En fait, un des objectifs pour le Bruxelles Music Dialogue Festival, qui va s'organiser au Flagey le 20 avril, est justement d'inviter des associations, différentes associations bruxelloises qui travaillent dans différents domaines, de pouvoir collaborer, et on essaie de créer des synergies. Le but, c'est pas seulement un one-shot, c'est-à-dire on va organiser ce concert et puis on n'en parle plus. Le but, c'est qu'on puisse avoir tout un réseau d'associations qui vont collaborer dans le temps pour construire le projet avec nous, et après de pouvoir continuer à travailler entre elles, avec nous, pas sans nous, mais sur des projets concrets, etc. Voilà. Donc la première étape, c'est vraiment de rassembler, de parler du vivre ensemble, etc. Et puis alors en deuxième lieu, commencer vraiment à faire des choses. C'est ça? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça doit fonctionner comme ça. Je pense que la meilleure manière, c'est d'essayer d'être comme Marie l'a dit. Il faut qu'il y ait créé des plateformes de travail et que ça puisse s'élargir le maximum possible. Il faut semer à tout vent. Oui, et entre ces associations, vous, maintenant vous avez de l'expérience à travailler avec pas mal d'associations ensemble, soit en collaboration ou en partenariat, vous trouvez souvent des problèmes, par exemple, à travailler avec des associations qui ne partagent pas la même vision du monde, malgré qu'ils s'engagent aussi dans le processus du vivre ensemble, mais sur la faisabilité et la concrétisation. Vous pensez à quoi ? Je pose la question d'une manière générale. Parce que s'ils s'engagent en général pour travailler au vivre ensemble et qu'ils acceptent une collaboration avec nous, ça se passe très bien. Donc il n'y a jamais de problème. Il y a peut-être des problèmes, mais pas d'ordre de différence de vue au niveau des religions ou au niveau des cultures. Peut-être des problèmes au niveau d'organisation, au niveau de travail, mais en général, ça se passe très bien. Pour le concert, par exemple, nous sommes 3. Il y a aussi Hannah Kalmenson, qui est juive et qui nous aide aussi à l'organisation. Mais ça coule tout seul. C'est une autre association ? Oui, elle est avec vous. Non, elle est indépendante. Il y a une autre association qui s'appelle le JCC, qui est aussi juive, qui collabore aussi avec nous. Mais bon, ça coule de source.
on a tous le même but. Parfait. La même chose, Badia, donc. Ah oui, tout à fait. C'est des énergies qui se sont retrouvées, qui vont dans le même sens. C'est-à-dire, voilà, qui sont déjà convaincus eux-mêmes de l'importance de la rencontre, du dialogue, de construire un mieux vivre ou un vivre ensemble. Et nous le vivons déjà, donc ça ne peut attirer que des gens qui y croient, qui ont envie de s'investir. Et donc on s'investit vraiment beaucoup bénévolement. Donc on y croit, on est dans... Donc, pour construire ce message de paix et ce message de respect, quel serait en tout cas le message que vous voudriez adresser tout de suite là maintenant en fait à nos auditeurs et à nos téléspectateurs? Moi, je voudrais dire tout simplement qu'il faut dépasser tous les clivages possibles, l'idéologie politique, les convictions, etc., qu'il faut aller vers cette vision de l'homme, de l'humain, adamique, je dirais, Adam, revenir vers Adam et Ève, et vers cet amour qui est tellement essentiel, et de s'ouvrir vers l'autre. C'est impératif. Si nous commençons à être dans des clivages, dans des groupes, nous n'irons nulle part, nous serons toujours dans des peurs. Et je pense qu'il faut pouvoir ouvrir nos portes les uns aux autres, vraiment, et essayer de construire une autre société. La même question, Marie, avant de terminer notre émission. Moi, je dirais, c'est d'essayer chaque jour d'avoir un challenge personnel en se disant, ça me fait peur, mais je vais quand même l'essayer pour voir si ça doit vraiment me faire peur. Donc il faut oser. Il faut oser, mais chaque jour une petite chose. Et je crois que ça renforce le cœur, ça renforce l'ouverture, ça renforce l'amour et la confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Marie, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Badia, merci c'est un à plaisir. vous aussi. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.